Christmas sprinkler. Tu présentes tantôt. Quand est-ce que tu présentes, toi? 15 heures. Oh, mon Dieu. Oh! Même pas eu le temps de commencer à stresser encore. On va stresser en paix. Comme disait Frédéric tantôt. C'est merveilleux. Le sujet de votre conférence qui aura lieu à 15h, pouvez-vous nous en donner un petit résumé? Au-delà de l'agilité, donc l'antifragilité appliquée. Appliqué. C'est la 6e fois que je vais présenter ce matériel-là en public. OK. Donc, la 3e fois à Montréal, 2 fois de façon virtuelle dans des webinaires. Mm-hmm. Donc, c'est un matériel évolutif qui change beaucoup à chaque fois que je le présente. Mm-hmm. Mais la prémisse de base, j'ai regardé puis j'ai assemblé une série de modèles pour en faire un modèle unifié. Puis, quand j'ai regardé tous ces modèles-là puis que je les ai unifiés, ce qui sortait, puis visuellement ça sort, c'est que l'agilité est à peu près au milieu de l'évolution des modèles possibles. Ouais. OK. C'est une belle phase à atteindre. L'agilité en soi est une belle étape, Ouais. mais c'est pas la fin. Mhm. C'est pas la fin, puis il n'y a pas de fin, on s'entend, là, c'est l'amélioration continue. Ça n'arrête jamais, c'est pour ça qu'on dit continue. Mais si je regarde, par exemple, parmi les constituants du modèle, par exemple, il y a les évolutions des organisations, par exemple, de Frédéric Laloux. Qui serait pour vous une suite à l'agilité, là, pousser un petit peu plus L'agilité loin. correspondrait, par exemple, dans le modèle de Laloux, au vert, donc au modèle évolutif, au modèle familial. OK. Si je regarde le travail de Bill Joyner, par exemple, sur le leadership, l'agilité du leadership, Mhm. ben, l'agilité correspond à ce que Joyner appelle... en fait, Joyner a 5 modèles de leadership. Le pré-héroïque, donc le leadership très command and control. Yeah. Très rouge. Très rouge, Orange. qui correspond justement au rouge. Ouais. On va faire à la Lou ici, là, pour ceux qui Oh, ceux qui ouais. nous suivent. Vous Désolé. allez voir, Et non puis, pas les chapeaux de je sais pas quoi, là, Ouais. les personnalités. Exact. Puis dans le modèle, en fait, ce qui est fascinant, c'est que tout s'aligne bien la façon qu'on... Tous ces modèles-là s'alignent, puis quand on est dans un cadran du modèle, ben, les Laloux, les Joyner, les David Snowden, ouais. ça s'aligne, on sent qu'il y a il y a une synergie OK. dans les modèles. Donc, si je regarde, par exemple, quand on est dans le vert, on est aussi également dans le premier style de leadership post-héroïque, donc où les premiers types de leaders qui ne se sentent pas obligés de tenir la vedette puis de sauver le monde. Ouais. Donc, c'est du servant leadership ou du host leadership. Puis, Joyner appelle ça du leadership post-héroïque. OK. Puis, il appelle ça des leaders catalytiques. OK. Donc, qui agissent comme catalystes pour leurs équipes. Puis, il y a 2 autres après ça. Les leaders catalytiques sont les premiers leaders qui peuvent encourager l'agilité dans leurs équipes et dans leurs organisations. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans les organisations par rapport à ton modèle unifié? Par rapport à mon modèle unifié, ce que je vois, c'est qu'on lutte énormément pour sortir d'orange. Sortie d'orange, oui. Orange. C'est un orange poivré de vert. Exactement. Ouais. Puis en fait, il n'y a aucune organisation qui a une seule couleur. Oui. Aucune organisation, c'est un... Ça varie. Ça Parce qu'il y a une bouge. couleur dominante avec des sous-couleurs Avec souvent. des sous-couleurs, Ouais. puis avec également... si on revient également au type de leader, il y a seulement 10% des leaders actuellement dans les entreprises qui sont post-héroïques. Wow. Donc, on se C'est ramasse très avec peu. 90% des leaders, des gestionnaires, des cadres qui ont encore des comportements, qui affichent des comportements, même dans un contexte de transformation numérique, de transformation agile, entre guillemets, qui affichent les comportements De décideurs. de décideurs, des comportements qu'ils ont amenés dans leur poste actuel Mhm. OK. dans les années 90-2000. Ouais. On ne peut pas procéder, Puis on n'ira pas plus loin avec ces comportements-là. Puis on ne peut pas les blâmer. Non. Ils ont été embauchés pour ça, ils ont été Ils ont eu du récompensés succès comme ça, ouais. pour ça, ils ont Ouais. été formés pour ça. C'est Donc, les juste attentes qu'on a normal. envers eux. C'est normal qu'ils aient ces comportements-là. Il n'y a pas de place pour le blâme. Non. Il faut y aller en empathie, en collaboration, en entraide.
on serait bien malvenu de dire on veut s'améliorer de façon constante, puis on veut aller vers le vert, mais on va y aller par la force. Et d'un coup. Et d'un coup. C'est un non-sens. À haut niveau, est-ce que tu pourrais nous présenter ton modèle unifié? Oui. Tu m'as envoyé les slides hier, merci beaucoup. J'ai vu que c'est sous forme de Nautilus. C'est sous forme de Nautilus parce que... Nautilus, très Fibonacci. C'est l'espèce de coquillage. C'est bon, excusez. L'aspect coquillage, parce que ça me fournissait un canevas, le Fibonacci et le Nautilus, que entre agilistes, on saisissait très bien. Donc, ça me fournissait un point de départ visuel sur lequel on pouvait s'entendre. C'était accrocheur. Parce que déjà, mon propos est quand même... Je ne l'amène pas de façon... je veux pas que mon propos soit diviseur. C'est pas un propos de dénigration. C'est pas un propos négatif. C'est un propos de découverte. C'est un propos de découverte. C'est un propos de découverte ensemble. C'est un propos... je veux qu'on prenne puis qu'on soit conscient des acquis puis du beau cheminement qu'on a fait. Oui. C'est une invitation à aller réfléchir plus loin. Oui. C'est pas... il y a une certaine tendance dans l'industrie aujourd'hui, puis on le voit dans LinkedIn, on le voit dans les blogs Agile is dead. C'est pas mon propos. Il y a un article par semaine, je pense, Agile is dead. Agile is dead. C'est très loin de ça, mon propos. Là. Agile, c'est tout simplement... L'agilité est comme je disais tantôt, se situe au milieu d'un cheminement qui est décrit par ce Nautilus-là. Donc, ce Nautilus-là aussi, il y a un moment dans ma présentation où j'illustre que une grande entreprise qui se dit en transformation, dans les faits, l'ensemble des fonctions corporatives va être saupoudré sur l'ensemble du Nautilus. OK. Et qu'il faut choisir lesquelles des fonctions corporatives on aurait intérêt à encourager à faire cheminer vers la sortie du Nautilus. C'est intéressant, ça vient donner un canevas pour essayer d'aligner ça plutôt que de faire un saupoudrage, je sais pas si le terme existe, saupoudrer de façon un petit peu plus arbitraire ou random. En rendant transparent notre whip de transformation, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire de rendre transparent pour l'ensemble de l'organisation, regardons ça, les finances sont très rouges, le légal est très rouge, mais il y a des bonnes raisons pour ça peut-être, puis ça se pourrait fort bien que les finances et le légal auraient intérêt à rester quand même dans la plupart de leur façon de faire très rouge. Mais que, par exemple, dans la façon de financer le portefeuille, ils pourraient s'en aller plus vers du vert. Puis là, on a un modèle pour le visualiser en plus. On a un modèle pour le visualiser. Donc, on peut à ce moment-là se doter d'une série d'expérimentations avec les fonctions corporatives visées, avec leur collaboration, pour dire, écoutez finance, écoutez légal, écoutez conformité, on va se doter ensemble d'une série d'expérimentations. On se dit, pendant les 3 prochains mois, on va prendre 2 ou 3 projets phares sur lesquels on va expérimenter avec un financement par capacité. On va expérimenter sur un autre... Par capacité d'adoption, capacité à quel niveau? Par capacité, par exemple, de financer l'équipe. OK, oui. Dire on a une équipe pendant 6 mois, tiens, c'est ça le financement du projet, on verra où ça nous amène. Du projet, au lieu de dire, on va financer telle portée. On va se ramasser à livrer la portée qu'on pourra avec l'équipe qu'on a en place. Pour la capacité allouée. Intéressant. Autre chose, par exemple, on pourrait dire, sur un autre aspect, la sécurité, par exemple. La sécurité, c'est aussi un des aspects qui est éminemment rouge dans nos façons de faire actuelles pour des bonnes raisons. Puis on a des événements marchés qui nous prouvent à tous les jours l'importance en ce moment. Mais ce n'est pas de rajouter encore plus de contrôle et de rajouter plus de contrôle a posteriori qui est la solution en ce moment-là. Est-ce que ce ne serait pas de, par exemple, prendre des spécialistes en sécurité et les inclure à partir du moment qu'on est en train de monter le cahier de charge? Partie intégrante de l'équipe. J'ai toujours dit que la meilleure façon d'utiliser les données personnelles des clients, c'est de trouver des façons de ne pas utiliser les données personnelles des clients. Tout à fait. Effectivement. C'est facile. Mais il y a des moyens de faire ça. Il y a des moyens d'arriver à nos buts d'affaires qui peuvent contourner le besoin parfois. Repenser nos façons de faire, mais
n'arriveras pas à ces solutions-là si tu n'as pas des spécialistes de données Tôt. tôt. Je comprends. Ouais. C'est le fameux shift left. Ouais. Là, je donne des exemples un peu très TI, là, mais ultimement, si on regarde l'ensemble de l'organisation, l'ensemble des fonctions corporatives d'une grande organisation, il y a des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines, des centaines d'exemples d'expérimentation qui peuvent être accomplis comme ça et qui auront comme résultante finale que ces fonctions-là vont tranquillement commencer à progresser de façon évolutive à l'intérieur du Nautilus et tranquillement changer de couleur. OK. Parce que, ultimement, la capacité d'innovation et la qualité de vie à l'intérieur du Nautilus d'une grande organisation va toujours être reflétée par la fonction corporative la moins avancée, quelque part. Oui. Le weakest link. Le weakest link. Donc, au fur et à mesure qu'on va faire progresser les différentes fonctions corporatives, la vie à l'intérieur de ce Nautilus particulier-là va s'améliorer. Et puis, c'est moi ce qui fait en sorte que je suis agiliste, puis ce qui m'a fait intéresser, ce qui a fait en sorte qu'il y a 10 ans, j'ai découvert l'agilité, puis j'ai plus jamais regardé. There's no turning back. There's no turning back. Ce qui fait que je me lève le matin puis que je vais chez mes clients, je suis profondément convaincu que petit à petit, j'améliore la vie des gens au travail. Je contribue à améliorer la vie des gens au travail. Puis que si j'améliore la vie des gens au travail, à quelque part, j'améliore la société. Je fais mon petit bout pour améliorer la société. Oui. Wow. On vient chercher le why profond, là. C'est mon why. Simone Sénéc, il est à quelque part. Oui, il va sortir d'un garde-robe. On veut changer le monde, une équipe à la fois, c'est ça? Une équipe à la fois, une organisation à la fois. Un individu à la fois. Voilà. Ouais. Moi, je t'ai connu et tu étais à fond dans du discipline agile. Oui. Quelle est l'influence de DA dans le Nautilus ou dans le modèle unifié? DA vient jouer un rôle assez fondamental parce que la façon qu'on va progresser dans le Nautilus, DA donne le mécanisme sous forme d'option. La façon qu'on va pouvoir avancer dans le Nautilus, ce n'est pas en répétant une façon de faire qu'on a toujours faite. C'est en étant conscient des possibilités, des options. C'est là aussi que Taleb, Nassim Nicolas Taleb, l'auteur du Signe Noir puis de Antifragile, d'où le titre de la conférence, l'influence de Taleb vient dans le titre. Taleb, ce que Taleb dit de très profond. Taleb, c'est ceux qui le connaîtraient moins, Taleb, ultimement, c'est un négociateur en valeur, en produits dérivés. OK. En produits dérivés, philosophe et flâneur en même temps, mais lui s'est enrichi. Flâneur. C'est excellent comme titre. Flâneur, moi, je change mon titre aujourd'hui. Après, iconoclaste, il y a quelques minutes, on a un flâneur. Plein de termes excellents. Iconoclaste flâneur. Iconoclaste flâneur. Ça te va bien, Eric. Absolument. Sur LinkedIn demain. Où l'on stresse en paix. Désolé. Il n'y a pas de problème. C'est ça, être flâneur. Il y a toujours un petit peu de dérapage à gauche, à droite. Sur le sprinkler, absolument, oui. Fait que même que j'ai perdu le fil. Vous étiez au niveau de Nicolas. Oui, c'est ça. Lui, donc, il est devenu immensément riche lors de la grande crise financière de 2008 parce que ça faisait des années qu'il poursuivait une stratégie d'investissement basée sur des produits dérivés. Il était assis devant ses ordinateurs, jour après jour, heure après heure, mois après mois, à prendre des micro-pertes constantes. Mais la fois qu'il avait raison, pas à peu près. Puis ça a donné puis il était à découvert sur un paquet d'affaires en 2008 qui a fait en sorte qu'il avait vraiment pris des gageurs contre l'économie en 2008. Là. C'est lui qui est dans le film The Big Short? Non, son approche ressemblait un peu aux mêmes prémices de base là, que finalement il se promène en jet privé depuis. Là. C'est quand même pas si mal d'être flâneur en jet privé au final. Fait qu'il flâne en jet privé. Moi, je choisis la simplicité volontaire. Moi aussi. Donc, oui. Moi aussi. On le voit par le gear aujourd'hui. That's my story. And I'm sticking to it. Puis, qu'est-ce qu'en pense Scott Ambler?
Fait que, ben, Scott a tellement aimé, quand je disais que ça fait 5 ou 6 fois que je donne cette présentation-là, je l'ai donnée il y a 3 semaines à un public mondial de membres du consortium d'Espionage. OK. In Toronto? Non, c'était tout simplement à partir de chez moi. C'était un webinaire. Ah, un webinaire. OK. Un webinaire. Puis il m'a demandé de le donner à Despionage Day aussi. OK. Fait que je suis en train carrément de le corrompre dans mes idées d'antifragilité parce que je l'ai convaincu. Il dit, garde, ça. Toi, tu parles d'options, mais tu parles d'options comme étant une meilleure façon d'en arriver à une agilité d'affaires. Moi, je te dis que les options vont au-delà de ça, puis sont la seule mécanique qui vont te permettre de survivre et de t'améliorer face au bouleversement. Parce que la différence fondamentale, ça c'est une question que j'ai eue à chaque fois, c'est quoi? L'antifragilité, c'est pas juste une espèce de méta-agilité améliorée. Non, c'est au-delà. C'est quoi je suis toujours un public d'agilistes. Je dis, bon, mais c'est quoi le but de l'agilité? Livrer un produit de qualité en ayant un minimum de fun. C'est comme ça qu'on l'a défini tout à l'heure. Soutenu, soutenable. Fait que le but de l'antifragilité, c'est de permettre à une organisation de s'améliorer malgré les soubresauts et les bouleversements. Donc, c'est différent. Oui. Ça va plus loin. Oui. Puis on est au niveau de la pérennité de l'entreprise, pas juste Puis au-delà de la pérennité, c'est que on se donne le défi non pas de survie, mais d'amélioration et de s'améliorer, de saisir les bouleversements de la disruption, même si ce n'est pas un mot français, au vol, puis d'en profiter. L'image mentale, puis ça je le dis dans ma conférence, si vous avez besoin d'une seule image mentale pour comprendre l'antifragilité, c'est ceci. Pensez à un pissenlit qui est rendu en mode parachute blanc. OK. Il n'y a rien que tu peux faire à ce pissenlit-là qu'il n'aimera pas. Coup de pied, la tondeuse, le chien, l'enfant. C'est positif. C'est positif parce que lui, il adore ça. Tout ce que tu peux faire à ce pissenlit-là, c'est l'aider à propager son espèce. Ce pissenlit-là, c'est le summum de l'antifragilité. Oui, c'est une belle image. D'ailleurs, Taleb a créé, c'est un néologiste, a créé le mot antifragile parce qu'il dit dans aucune grande langue occidentale, ni dans aucune langue connue de lui qui est libanais, puis qui parle à peu près cette langue, a-t-il rencontré le concept d'antifragile exprimé de façon autre que par la négation. C'est pas robuste. Robuste, tu résistes au choc. Un chêne peut être robuste, mais être fragile. Une Land Rover 57 qui se promène en Tanzanie puis qui donne des promenades aux touristes depuis 4 ans. À un moment donné, ça va péter. J'ai une image de ça dans la conférence. Un stress ball en caoutchouc, c'est résilient. Mais un résilient, tout ce que tu fais juste revenir à ton état de départ. Antifragile, comme notre pissenlit, tu pars d'un seul pissenlit, puis tu peux te ramasser avec un champ de pissenlit à cause de bouleversements puis d'événements qui seraient autrement perçus comme négatifs. C'est unique. Excellente image. C'est cette image-là qu'il faut... c'est simple, puis tout le monde comprend ça. Dès l'enfance, on comprend l'antifragilité. Tu peux les voir partager la même image lors de ta session cet après-midi? Oui, ça. Puis quelques anecdotes de voyage à l'aide de passeports, puis de différents documents. Je fais du storytelling à l'intérieur de la conférence. Ah oui, OK. Wow, intéressant. Mathieu? Non, pas Mathieu. On a un public de Mathieu, mais c'est un nom assez commun. Le public cible de ta conférence, tu t'adresses à qui? De façon bien honnête, je ne m'adresse pas nécessairement à des gens qui sont ici parce qu'ils s'intéressent à l'agilité depuis 3 ou 4 mois ou qui veulent comprendre l'agilité. Je m'adresse à ceux d'entre nous qui commençons à nous questionner sur la pertinence de notre démarche après 3, 4, 5, 10 ans. Okay. Public averti, public qui s'interroge. Qui ont du vécu. Qui ont du vécu, qui veulent aller plus loin, qui veulent préserver les acquis, qui ne sont pas un public de Agile is Dead. Venez pas à ma conférence si vous voulez entendre que Agile is Dead, c'est pas ça que je dis. En fait, on peut faire de la méta-antifragilité même sur l'agilité, si on veut. Là. Comment l'agilité peut devenir antifragile et elle-même se transformer en pissenlit?
Exactement. Ouais, je viens de tomber dans un Inception, désolé Rick. Oui, non, je processe, là. L'hamster est en train de une toupie. Puis je pense que c'est un objectif, en fait, de tout ça. Puis quelqu'un qui assiste à votre conférence tombe dans ce mindset-là, parce que même le simple fait de réfléchir à ça, amener des modèles, faire du storytelling, y aller avec des images fortes, on revient à des outils que vous utilisez tous les jours dans votre quotidien, dans votre bagage de 10 ans. Et puis, on essaie de l'appliquer pour le projeter vers le futur, puis let's go, on se rend plus loin avec l'agilité. Moi, c'est ça que je comprends. Exactement. Mais en préservant, comme je dis toujours, le cœur, puis l'esprit, puis... en fait, l'agilité comme telle, on peut se rendre compte qu'on n'y tient pas nécessairement tant que ça. Moi, ce qui me lève le matin, c'est pas l'agilité, c'est le bonheur au travail. Exact. Ouais. Fait que... Ouais, je pense que ça va être un thème récurrent aujourd'hui. Qu'on dit que l'agilité n'est pas l'objectif. Non. C'est un moyen, peut-être. C'est un moyen. Oui. Puis, fait que trouvons ce qui nous allume collectivement, puis trouvons des façons modernes, adaptées, puis soyons agiles dans notre agilité. Ouais. Puis, un autre Inception. Un autre Inception. On est en méta-Inception. Je pense que dans le règne animal ou végétal, à travers le pissenlit, etc., il y a plein d'illustrations de l'antifragilité, mais dans le monde, disons, organisationnel, avez-vous des exemples d'entreprises qui seraient ou seraient en voie de devenir antifragiles? Ça, c'est une excellente question. J'ai pas de... Puis même Taleb, j'ai pas d'exemple là, vraiment là, d'une... Le flagship de l'antifragilité. C'est plus dans des gestes au quotidien. Mm-hmm. C'est dans des gestes des façons de faire au quotidien, des gestes parfois isolés. Parce que au même titre, quand on regarde la Loue, l'opale, le teal de la Loue, il y a tout le temps les mêmes 3 ou 4 exemples qui reviennent. Morningstar, Patagonia, blablabla, mais dans le fond, il y a peut-être 4 entreprises qui sont vraiment antifragiles. Donc, c'est une qualité d'acte et de posture mentale qui est présente ou qui ne l'est pas. Okay. Mais il n'y a pas... il n'y a pas vraiment, là, comme tu dis, de flagship. Là, il y a des exemples du contraire, des anti-exemples qui abondent, puis on les connaît tous, puis je refuse de renommer Kodak puis Blockbuster. C'est des cas évidents. Les cas évidents. Il y a des pockets d'opalité dans les organisations. Exactement. Mais évidemment, côté système, si on rentre dans une pensée systémique, ils plafonnent rapidement, voire même qu'ils se font manger complètement par la culture dominante. Exactement. Si c'est pas soutenu, si c'est pas... Mais on a tous été chez des clients, on a tous été en beauté, on a tous été dans des situations d'emploi. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu il y a 10 ans. J'ai été dans une équipe pendant 3 ans là, qui était un pocket, comme vraiment une manifestation de ça. Dans cette équipe-là, on a livré 5 fois en production, par exemple, 0 anomalie. On était un exemple. Là, puis à un moment donné, il y a eu un changement, puis on a été séparés. Puis on a pu, dans cette entreprise-là, j'ai eu connaissance que ça a été atteint de nouveau. Puis c'est drôle parce que je reviens à mon Inception de tout à l'heure, mais souvent ces pockets-là sont très fragiles. Ça prend pas grand-chose pour faire exploser cette bulle-là, la ramener dans un contexte un peu différent, que ce soit changement organisationnel ou en tout cas peu importe. Tout à fait. On peut même ramener ce concept-là pour essayer de faire en sorte que cette bulle-là réussisse à être un petit peu plus fragile, anti-fragile. Mais bon, c'est pas simple. Ce que je propose comme solution à ça, dans ma conférence, c'est tout simplement il faut en arriver à générer de plus en plus. En fait, il faut en arriver à ce que de plus en plus de parties de l'organisation génèrent des options de façon pérenne, de façon soutenable, puis partagent leurs connaissances pour en arriver au point où détruire ces poches-là ou délaisser ces apprentissages-là ne soit plus une option en soi. C'est que le progrès devienne
pas incontournable, c'est qu'on a plus tourné le dos à ces accomplissements-là. Oui. Je reviens avec votre image de pissenlit du départ. Un pissenlit seul dans un champ, il n'arrivera pas à être pollinisé. Il arrivera pas. Par contre, quand il y en a 3, 4, 5, 6, il va réussir à se polliniser, il va être devenir antifragile, puis son pattern va être là. Parce que le pissenlit seul, lui, il n'est pas antifragile. Lui, il donne sa vie. Exact. Lui, il cesse d'exister pour l'espèce. Oui. Donc, si on fait le lien avec le management... Non, j'arrête. Il n'y en a pas. Juste dire qu'il reste 3 minutes d'attente. On ne peut pas quitter. Ah non! Pas grave, c'est pas grave. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent te rejoindre comment? Par LinkedIn, c'est la façon préférée des gagnants agiles sur LinkedIn. Ouais. Génial. Puis on a également, avec un collaborateur aux États-Unis, en fait, tout ceci va être le sujet d'un livre qu'on est en train de rédiger. Un scoop. Félicitations. Oui, un scoop. Le livre disponible quand? Sur quel format? Fin 2020. Probablement va apparaître de façon itérative agile sur LeanPub ou une plateforme du genre. Ça a du sens. On peut en voir des extraits où, en fait, on va voir à quoi ça va ressembler sur le site antifragileenterprise.org. Déjà disponible? Déjà disponible, oui. Dis-le encore. Antifragileenterprise, un mot, .org. All right. Ouais. À suivre. Super. On a hâte de voir ça. Merci, Daniel. Avais-tu autre chose à ajouter? J'y allais pour la question que je pense qui va être récurrente aujourd'hui, si ça fonctionne, pour les 2 minutes restantes. Vous allez sortir de la conférence dans quelques heures, là, dans 15h30 ou 40, je ne sais pas combien de temps votre conférence. Dans quel état allez-vous être à la sortie de votre conférence? Dans quel état je vais être? Je vais avoir l'impression d'avoir laissé aller d'autres parachutes de mon... Vous êtes le pissenlit. On va changer votre visage au montage pour mettre une grosse tête de pissenlit. Tu ne vas pas mourir, par contre. Tu restes avec nous, s'il vous plaît? OK, merci. On apprécie. Non, je suis un pissenlit artificiel. Oui. Avec des concepts. Génial. Bien, merci beaucoup. Merci, Daniel. plaisir. Bonne chance, tantôt. Merci. Bye. Au revoir.